Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 9e épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les 2 semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Ils viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Manon, Maïwen et Bastien. Manon est éducatrice canine en méthode positive et bienveillante, et vous l'avez déjà peut-être entendu dans l'épisode 1 du podcast. Maïwen et Bastien sont les heureux humains d'un torrent d'énergie prénommé Genep. Dans cet épisode, Maïwen et Bastien nous parlent de leur histoire pleine de rebondissements, de l'adoption de Genep dans un refuge, au parcours de rééducation dans lequel ils ont dû se lancer aux côtés de Manon. Ils nous racontent tous les trois comment Genep les a fait évoluer. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Manon, Maïwen et Bastien. Cette conversation était riche et très intéressante, mais un petit peu longue. Alors exceptionnellement, cet épisode sera en 2 parties. La première sur l'adoption de Genep et la deuxième sur sa rééducation. Je vous invite donc à enchaîner directement avec la partie 2 à la fin de cet enregistrement. Bonne écoute! Bonjour à tous. Bonjour. Comme vous pouvez l'entendre aujourd'hui, donc je ne suis pas accompagnée de 1 invité, ni de 2, mais bien de 3 invités. On va directement passer aux présentations. Je vous laisse vous présenter. Qui commence ? On démarre par moi, on démarre par le meilleur évidemment. En fait, on m'a déjà entendu, moi, je suis passée sur le premier épisode, mais quand même, je vais me représenter pour ceux qui n'ont pas eu l'honneur de m'entendre. Je m'appelle Manon Persegol, et je suis éducatrice canine. Je travaille sur Lyon et sa région. Et mon entreprise, accessoirement, s'appelle Good Doggy. Ok, et donc on rappellera que l'épisode 1 n'est pas un prérequis à écouter celui-là, mais qu'on vous invite fortement à aller l'écouter, bien sûr. Nous, on fait peut-être une présentation groupée. Donc, Maïwen et Bastien, donc en couple, heureux en couple, et surtout les heureux partenaires de Genep, notre petit loulou. Donc voilà, c'est un croisé Amstaff qui va avoir 3 ans bientôt. Et qui vit avec nous depuis maintenant 2 ans et avec lequel on a plein de choses à raconter. Donc, adopté dans un refuge connu de Lyon, mais pas le meilleur refuge, mais au moins on a fait de la rééducation derrière et ça nous permet d'avoir un super chien aujourd'hui. Avant de parler de Genep, qui est effectivement un cas intéressant, je voulais revenir un peu sur votre expérience avec les chiens avant d'avoir Genep. Du coup, respectivement, tous les deux, quelles étaient vos expériences avec les chiens avant de l'avoir ? Quand j'étais plus jeune, que j'étais ado, on a eu un Shih Tzu, donc rien à voir avec le croisement qu'on a là. Mais voilà, chien de famille, mais bon, j'étais ado, c'était pas forcément moi qui m'en occupais. Et Genep, c'est mon premier chien, voilà. Moi, je suis issue d'une famille où on a toujours eu des chiens depuis que je suis toute petite. Donc, je suis née, mes parents avaient déjà des chiens, j'en ai eu toute ma vie. Mais par contre, c'est vrai qu'effectivement, comme Bastien, ça a été mon premier chien à moi. Donc, la première fois que j'ai eu à éduquer à proprement parler un chien, parce qu'en fait, les chiens que j'avais quand j'étais petite, oui, j'avais l'impression d'être la maîtresse, qui allait les balader une fois par mois peut-être. Parce que c'était des chiens qui étaient tout le temps dans un jardin et qu'on sortait du coup quasiment jamais. Et éduqué par mes parents de manière plutôt coercitive. Moi, il me paraissait, moi, il me paraissait très heureux à l'époque, mais c'est vrai que là, avec le recul, quand tu découvres l'éducation positive, tu te dis « Oh mon Dieu, j'ai maltraité des chiens pendant tout ce temps !» Ouais, je crois qu'on a un peu tous vécu ça. Hein. Ah ouais, c'est-à-dire, on sûr. prend le recul en étant adulte avec nos propres chiens, et en se rendant compte que les chiens que nos parents avaient dans les jardins qui sortaient pas, ils étaient pas si heureux que ça. Alors je dis pas que c'était le cas pour tous, ne faisons pas de généralité, mais c'est vrai que même moi, quand je prends du recul, je suis en fait ils sortaient pas du tout. Est-ce qu'ils étaient malheureux ? Je préfère me dire que non, tu vois, dans mes souvenirs. Mais bon, c'est sûr que c'était pas du tout la même méthode d'éducation. Et que heureusement que l'éducation a évolué aujourd'hui, parce que je pense que Genep s'en serait pas sorti avec une éducation comme ça. Puis on s'en serait pas sorti avec lui avec une éducation de ce type-là. Donc, mais voilà, Genep, premier chien qu'on a eu vraiment à nous tous les deux. Et puis, comme dit Bastien, on s'est lancé un petit défi sur le premier, quoi. Voilà, qu'est-ce qui vous a motivé à prendre un chien ? Moi, j'ai forcé. Non, j'avais aussi envie d'avoir un animal de compagnie. Moi, j'avais très très envie, et au début, on a été dans un premier refuge où on avait rencontré un premier chien.
On avait eu un vrai coup de cœur sur le chien là, mais c'était un chien qui s'annonçait très très compliqué parce qu'il était... Qui avait fait plusieurs années de refuge, qui avait un peu perdu confiance en l'humain et tout, donc on s'est dit ça va être un peu... En plus, une taille assez importante, faut dire qu'on vit en appartement. C'était un chien qui avait déjà 7 ans, et il était depuis 1 an et demi au refuge quand on a été le voir. Et surtout, en fait, le propriétaire qu'il avait eu avant ne l'avait que dans son jardin. Il n'était jamais rentré dans une maison, jamais rentré dans une voiture ou quoi que ce soit. Il était là juste dans le jardin pour en fait garder la maison. Ah ouais. On l'avait vendu comme étant un chien qui avait peur de tout le monde et qui allait très certainement nous ignorer en nous rencontrant. Et en fait, quand on l'a rencontré, il est tout de suite venu jouer avec nous. Donc là, gros coup de cœur, tu te dis « Ah, c'est le chien parfait, je le veux ». Et puis c'est vrai qu'effectivement, quand on est rentré après, quand on a réfléchi, Bastien était plus raisonnable que moi. Il m'a dit « Oui, mais attends, nous on est en ville, il va falloir qu'on sorte tous les jours. Il sera sur des trottoirs avec des voitures qui passeront juste à côté et tout le temps, parce que quand on sort, on est immédiatement sur la rue. » Ouais. Donc très très compliqué. Et en fait, après ça, quand Bastien m'a dit non, enfin qu'on a dit non tous les deux parce qu'il m'avait quand même raisonné et que j'étais d'accord avec lui, c'était vraiment quelque chose de trop compliqué. Dans un premier temps, j'ai plus voulu entendre parler de chien. J'ai dit si j'ai pas eu le chien que je voulais, je veux plus de chien. Et finalement, si au bout de 4 mois, on est retourné dans un autre refuge, donc pas le même refuge où on a vu pour le coup Genep. Et là, on avait deux chiens qui nous ont bien plu. Un de nouveau reboulette où ils ont même pas réussi à le sortir de son... Le chien voulait même pas mettre la laisse, il avait peur de la laisse et tout, donc là c'était vraiment un gros cas quoi. Bah c'était un chien de chenil. D'accord. Ouais. Donc impossible de le sortir du box. Et Genep où on nous a dit oui c'est un croisé Amstaff, on vient de le récupérer, tout va bien. Ça fait 2 semaines qu'il est au refuge et tout va bien, il y a aucun souci et tout. Et le chien en plus était trop beau, trop mignon. Il quémandait à travers la grille des câlins, des caresses et tout. On s'est dit franchement il a l'air trop cool. Puis en plus ils nous ont dit oui, il a passé le diagnostic avec le vétérinaire, aucune agressivité, aucun problème. Oui parce qu'il faut aussi spécifier que effectivement donc Genep c'est un croisé. Alors, Amstaff, il n'y a aucun doute, il a la gueule du staff et tout, enfin voilà. On sait pas trop avec quoi, mais surtout s'il a vu un vétérinaire comportementaliste pendant qu'il était en refuge, et c'est pas un chien catégorisé. Oui, parce qu'à savoir, normalement, il faut préciser aussi que normalement, et c'est ce que nous ont dit tous les vétérinaires qu'on a vus depuis, le vétérinaire qui l'a décatégorisé a été très très joueur. Parce qu'en fait, d'office, les croisés catégorisés sont censés être catégorisés. Oui, c'est pour ça qu'on m'avait dit, j'ai fait « Ah oui, il n'est pas catégorisé ». Le vétérinaire qui a fait ça, c'est lancé un petit challenge. Non mais c'est pas la première fois que j'entends ça. On a quand même pas mal de vétérinaires dans certains refuges qui vont un petit peu jouer sur les noms de race pour genre croiser boxer, alors qu'on le voit que c'est un American Staff. On le sait Jean-Pierre, ok. Mais pour que ce soit plus simple, parce que quand on sait que pour avoir un chien catégorisé, il faut avoir comment dit-on, une assurance, le permis de détention, tout ça, et ben du coup ça rebute beaucoup de personnes. Donc il y a certaines manipulations comme ça pour faire en sorte que le chien ne soit pas sous couvert de oui mais il a pas la bonne taille, tout ça, parce que ça répond sur les croisements à des normes physiques, morphologiques qui sont un peu bon genre c'est précis mais en fait non, tu vois, ça veut un peu tout et rien dire. Mais c'est vrai que quand on voit Genep, oui concrètement je pense que c'est le vétérinaire qui a joué dessus pour faire en sorte que ce soit plus simple. Il a la gueule du Amstaff. Il a vraiment la gueule. Il a la tête du molosse, même s'il n'a pas explosé en termes de musculature comme on peut voir sur certains Amstaff, il est quand même assez fin. Mais il a la tête du molosse, enfin voilà. Ouais, et puis ils nous ont dit, je pense que eux aussi ça les arrangeait peut-être qu'on récupère le chien. Les Amstaff, ils en ont à tire-larigot, c'est des chiens qui sont abandonnés, j'ai envie de dire tous les 4 matins. Donc je pense que ça les arrangeait. Ils nous ont aussi dit qu'au niveau du diagnostic, ils avaient testé le mordant et qu'il n'y avait absolument aucun mordant chez Genep. Ils nous ont dit chien, pas de soucis, c'est un petit chiot de 8 mois, vous allez voir. Oui, il est un petit peu folichon, mais comme un chiot. Il y avait aussi la question de l'appartement aussi. Et en fait, ils s'étaient renseignés, ils vivaient déjà en appartement. Donc là-dessus, ils nous ont dit non, c'est bon, même si vous êtes en appartement, ça dérange pas, tout ça. Et puis après, on a su quand même que la personne l'avait abandonné parce que il s'est rendu compte de la taille que commençait à prendre le chien. Qui apparemment était puis le temps que ça prenait pour s'en occuper quoi. Donc clairement c'était quelqu'un qui avait pris le chien, on sait pas, mais sûrement une portée d'un copain, un truc, voilà, il avait récupéré le chien comme ça, et puis quand il assumait plus, il l'a posé au refuge quoi. Comme pas mal de gens malheureusement en fait, des gens qui ont pris un chiot sans se rendre compte de ce que ça allait être à la taille définitive, qui se sont dit tiens c'est rigolo un chien, je pourrais le câliner 1 fois par jour et ça suffira. Oui, puis généralement c'est vers 8 mois. Voilà. À 8 mois, quand ça commence à avoir un physique d'adulte avec le mental d'un gosse, ils font c'est embêtant en fait un chien. Ouais, c'est ça, parce que nous effectivement à 8 mois il pesait déjà dans les 18 kilos je crois.
il avait pas tout à fait sa taille adulte. Ouais, il a encore, ça, pour le il a coup, encore pris le un peu, refuge nous avait quand même un peu prévenu. Ouais, ça, on sait. C'est le seul point où ils nous ont dit attention, il va peut-être encore un peu grandir. Mais c'est vrai que clairement, je pense que on n'avait pas conscience. On va pas se mentir. Quand on a récupéré le chien, on s'est dit oh, c'est trop mignon. Oh, ça va être trop cool avec lui. Et oh, surprise. Après, il faut aussi parler. Donc, effectivement, ils l'ont sorti dans leur terrain. Ouais. Donc là, Genep, enfin Vegas à l'époque, mais Genep courait, mais comme pas possible. Alors là, on se dit, waouh, il est quand même énergique. Mais encore une fois, le refuge, non, mais vous inquiétez pas, c'est juste parce qu'il est dans son box. Là, ça fait 2 semaines qu'il est au refuge. C'est la première fois qu'il sort du box. Ah, Tout va bien. alors là, C'est déjà, normal. tu dis, ok, le chien, ça fait 2 semaines qu'il est au refuge, il est pas sorti de son box. Alors, ça explique le fait qu'il court partout. On verra après que il y avait pas que ça. Mais bon, là quand même un petit tilt. Et là, May, elle me dit, t'es sûr? Avec la voix comme ça. Bastien, tu es sûr de toi? Et puis je me dis, ouais, bah voilà, c'est bon, il est pas sorti de son box depuis 2 semaines. C'est l'histoire de quelques jours. Et puis il va se calmer. Ouais, il y avait de toute façon le coup de cœur pour ce chien. Puis voilà. Alors, juste avant de passer à l'histoire de Genep, je voulais revenir un peu sur les critères de recherche que vous aviez. Est-ce que vous aviez, je sais pas, un type de chien en particulier, un gabarit On n'a pas du tout respecté comment nos ça critères. s'est passé? Attends, moi je vais dire quelque chose. On entend sa voix, mais on ne le voit pas du coup. Bastien, il faut imaginer ancien militaire. L'un des premiers critères, c'est on voulait pas un trop gros chien, mais par contre, il fallait pas que ce soit un petit chien parce que je suis un mec quand même. Tu vois. Oh, tout exagéré, c'est pas ça. Un petit peu quand même. Mais voilà, je voulais pas un petit chien. C'est vrai que je voulais quand même un chien avec pas forcément énorme, mais je voulais quand même un chien quoi. Sinon, je Il prenais un voulait chat, pas de quoi. chihuahua Voilà. quoi. Clairement, chihuahua c'était hors catégorie pour lui. En fait. Il y avait aussi le fait que je voulais faire du sport avec, je voulais courir avec Ouais. et tout, etc. Donc il fallait quand même. Oui, parce qu'il faut dire aussi l'une de nos motivations, c'est qu'on s'est dit on a envie d'avoir un chien parce que tous les deux on a eu des chiens dans nos vies avant. Mais c'est vrai qu'on s'était dit ouais, en plus un chien ça va nous permettre de vraiment tous les jours on aura besoin de le sortir le matin et le soir et en fait ça va nous faire nous bouger aussi. Et c'était un peu peut-être le critère un peu moins avouable, mais ça Là, pour le faisait coup, il est partie des vachement critères. respecté le critère. Ouais, celui-là, il est bien respecté. Mais c'est vrai qu'on s'était dit, ouais, il nous faut un chien quand même qui soit actif, pas trop actif parce qu'on n'est pas non plus des grands sportifs. On veut un chien qui puisse venir courir avec nous quand on a envie d'aller courir. Moi, à l'époque, j'avais ma famille qui avait une maison en montagne. On voulait un chien qui puisse aller en montagne et qui soit tranquille parce qu'il y a aussi des chiens, les escaliers c'est déjà problématique, tout ce qui est monté c'est problématique. Donc c'est vrai qu'on avait regardé une race qui soit pas non plus trop sportif. On savait très bien que le husky c'était juste pas gérable pour nous. Là où on s'était très bien renseigné, c'est que l'Amstaff, on ne savait pas du tout si ça rentrait dans notre catégorie ou pas. Et on s'est dit, oh, trop cool, allons-y. Mais c'est clair, on cherchait un chien qui soit... En fait, en gros, nos critères, c'était qu'il nous plaise déjà, qu'il soit apte à aller en appart, un chien qui soit capable de s'entendre avec les chats, qui soit capable de s'entendre avec les enfants, qui soit capable de s'entendre avec les autres chiens. Donc là, déjà, quand tu rentres dans les refuges, en général, on te dit, ok, c'est bien. On a déjà bien des critères pour en éliminer quelques-uns. Oui, Et puis après, il y avait aussi le critère de l'âge. Vu qu'on adoptait, enfin, nous à la base, on voulait prendre un petit vieux qui termine sa petite vie tranquille. Ce qu'on n'a voilà. pas fait. Ce qu'on a au final 8 mois, pas donc. fait du tout parce que on a eu le coup de cœur sur encore un chiot à l'époque, il avait 8 mois. oui. Mais c'est vrai qu'à la base, on avait ce critère-là que pour le coup, on n'a pas du Ouais, tout. Et puis, si je puis me permettre, du coup, vous n'avez absolument pas cherché une race dans un élevage. Hein. Non. Vous Ah, pas avez du aussi tout. Ah, le non, non. critère d'une Ah adoption. ouais, dans tous les cas, voulait- c'était adoption. Ouais, on voulait. Moi, j'étais vraiment partie en mode je veux sauver en fait. Je veux sauver un chien. Je veux aller chercher un chien pour le sortir d'un refuge. On n'avait pas de critères de race non plus spécifiques. Si ce n'est qu'il fallait qu'on fasse attention quand même que ce soit pas une race intenable en appartement. Mais on n'avait pas ces critères-là. Et on voulait vraiment le prendre en refuge, effectivement. Ok. Bon, du coup, on va passer au cœur du sujet, l'arrivée de Genep. Comment ça s'est passé? Alors, qui se lance pour nous Bon, décrire déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on lui a pas simplifié la tâche. Clairement pas. Au chien. En fait, on l'a adopté le jour de l'anniversaire de ma maman. Joyeux anniversaire, maman. Quand elle nous a vu arriver, parce qu'en plus, du coup, forcément, on a été voir ma maman, donc qui habite dans une maison dans les Monts du Lyonnais, le soir même avec le chien. Déjà, ma maman, quand elle a vu arriver croisé Amstaff, donc autant dire que déjà, quelqu'un qui ne connaît pas croisé Amstaff, il s'en fout du mot croisé. Il a la gueule de l'Amstaff, donc elle m'a dit, t'as pas fait ça. Non, mais tu m'as pas fait ça. T'as pas pris un Amstaff. Non, il est croisé. Ça compte ou pas? Donc déjà,
pas du tout simplifié la tâche, mais en même temps, on s'attendait pas à ce que ce soit. Il y a plein de choses qu'on connaissait pas au final sur le chien, forcément. Oui, mais jamais vous feriez ça maintenant. Totalement. Ça te paraît dingue d'avoir fait ça. pas Ça du l'était. tout, mais Ça me paraît totalement fou d'avoir fait ça. mais c'est quelque chose qu'on ne savait pas. Donc c'est vrai qu'en fait, direct, on le ramène dans une maison avec un grand jardin. On le lâche dans le jardin en se disant fais ta vie, mon petit. Et là, folie, quoi. En fait, le chien, il nous a beaucoup impressionnés, mais pas dans le bon sens. On était un peu... Je pense que, on était un petit peu... On va pas se mentir, mais un petit peu paniqué quand même par le chien. Premier soir, on s'est dit, ouh, qu'est-ce qu'il faisait ? Ça pue pour nous. Il était tout le temps en train de courir, tout le temps en train de gratter les fenêtres. Quand on le rentrait, il sautait dans tous les sens à l'intérieur de la maison. Il était vraiment pas tenable. Et en fait, vraiment, on s'est dit, mon Dieu, on a fait quoi ? Tellement que en fait, donc à cette soirée-là, il y avait notre beau-frère et qui a dit si vous voulez, j'ai une cage pour faire dormir, pour les chiens quoi. Et en fait, effectivement, on a dû en venir là pour que le chien se calme en fait. Quand on est rentré chez nous, on a dû le faire dormir en cage. Et c'est en fait c'est le seul moment où le chien s'est posé, s'est allongé, et a dormi quoi. Sinon, il n'y arrivait pas. Parce qu'en fait pour lui. Alors ça après on l'a vu après avec Manon mais ça a été je passe de j'ai le droit à rien à j'ai le droit à tout quoi. Et donc en fait pour lui c'était juste une explosion, il était entre guillemets trop content mais ça a explosé, il courait partout, il reniflait partout, il sautait et tout. Et en fait on a dû entre guillemets le réenfermer pour qu'il se calme parce que sinon vraiment c'était impossible de remettre du contrôle par un cadre physique par la cage à ce moment-là. Mais je trouve pas ça déconnant. Que ça m'étonne pas que ça l'ait posé d'un coup, d'avoir enfin cette cage pour arriver à se poser, souffler, parce que de toute façon, on avait bien compris, après on l'a su sur les mois à venir, que rien que la liberté, ça a été une étape à franchir. Après, dans l'appartement, c'est autre chose, mais en extérieur, la liberté, ça a pris beaucoup de temps. Oui, et puis on a fait, avec le recul, on a fait n'importe quoi les premiers jours. C'est-à-dire que moi, le lendemain matin, je l'emmenais en parc à chiens. Bonne idée aussi. Allez, on va voir. Bonne idée aussi. Non, mais en fait, encore une fois, on a été dans un refuge où on nous a mal informés, malheureusement, et ça arrive. C'est quelque chose qui arrive encore. On n'est pas les premiers, on n'est certainement pas les derniers à qui ça va arriver. Et moi, le lendemain matin, toute pénaude, tranquille. Allez, j'ai mon chien, je suis gentille avec lui, je veux bien m'occuper de lui, je l'emmène dans un parc à chiens. Et parc à chiens, globalement, après, avec les autres chiens, c'était parfait. Hein. Il était content, il voyait d'autres chiens, il était super content. Par contre, pour le faire sortir du parc à chiens, ça a été la croix et la bannière, quoi. Il a fallu y aller. Puis en plus, j'y suis allée le premier jour toute seule. Pas de Bastien avec moi, donc toute seule avec mon chien. Et c'est mon nouveau chien. Donc ça a été... En fait, dans le parc à chiens, tout allait bien. Il était très très excité. Il a quand même... quand je dis tout allait bien... Il a quand même renversé une dame. mais si pour nous, à notre échelle, maintenant, il est relativement normal. C'était une journée comme une autre. Non, mais encore aujourd'hui, ça pour le coup, il pourrait le faire. Parce que le problème, c'est que quand ce chien court, il ne regarde pas où il court. Il ne regarde pas devant lui. Donc du coup, il a renversé une dame. Mais ça m'a pas tellement mis la puce à l'oreille à ce moment-là. Je me suis pas dit, tiens, le chien est fou, il renverse une nana. Par contre, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que quand j'ai voulu le raccrocher à la laisse, il a commencé à choper la laisse pour se libérer. Donc à mordiller. Là, je dis, ça m'a mis la puce à l'oreille. Oui et non, parce qu'au tout début, ça m'inquiétait pas plus que ça. Je me suis dit, mais en même temps, là, je l'emmène à un parc à chiens. Le chien, il a pas été sorti de son box pendant 2 semaines. Donc là, c'est normal qu'il ait envie de rester dans le parc à chiens et il n'y a pas de souci. Mais c'est en fait... au fur et à mesure qu'on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un petit souci, et au fur et à mesure des balades, moi, de plus en plus, il chopait sa laisse, il avait des petites réactions un petit peu... qui commençaient à mettre la puce à l'oreille, des choses qu'il faisait pas beaucoup avec Bastien. Peut-être préciser de suite, comme ça les gens sauront que, en fait, avec Mewen, on n'a pas du tout le même ressenti avec le chien, et surtout on n'a pas eu le même vécu tous les deux à l'arrivée du chien, parce que le chien avait tout simplement un comportement totalement différent entre nous deux. On s'est rendu compte, alors on a su qu'il avait un maître masculin, un homme, et en fait il s'avère qu'on s'est au bout de quelques jours rendu compte que il avait peur des hommes, donc de moi. J'avais même du mal à l'approcher pour le câliner, lui faire des caresses et tout, les oreilles en arrière, tous les signes de peur quoi. Et par contre avec Mewen, quand j'étais pas là, c'était je te fais payer toutes les peurs que j'ai. Il déchargeait complètement. Il déchargeait complètement sur Mewen. Donc du coup c'est vrai que le ressenti, le vécu qu'on a avec le chien est totalement différent tous les deux. Donc oui, c'est vrai qu'on a eu un vécu totalement différent, ce qui faisait qu'au début j'avais aussi un peu du mal des fois à dire à Bastien, ah ouais mais le chien il est bizarre.
pourquoi il est bizarre, non, je trouve pas forcément. Donc c'est vrai que ça a été plus sur le temps. Et puis au début, en fait, vu qu'on l'a pris dans un refuge, très beau refuge, qui nous ont proposé des cours d'éducation gratuits avec des partenaires, on a fait le choix d'aller dans un club canin. On a expliqué justement qu'effectivement, avec Bastien, on n'avait pas du tout le même ressenti au niveau du chien. Que le chien, moi, quand j'étais seule avec le chien, il m'écoutait pas du tout. Que c'était compliqué, les balades. Qu'il y avait des balades, voire même où je me faisais pincer. Donc, pincer, définition de pincer. Le chien ouvre la gueule, prend la main dans sa gueule et ne referme pas très fort, mais referme quand même un peu. Ça, les vêtements, enfin tout. Il sautait. Donc, il sautait, il déchargeait complètement sur moi. Et donc, quand on a expliqué ça au club canin, on a fait 2 séances dans ce club canin pour dire à quel point c'était cool. Première fois, ils nous ont dit bon bah madame, il faut que vous dominiez ce chien et que vous lui montriez que au niveau de la meute, vous êtes au-dessus de lui et non en dessous de lui, parce que pour l'instant il a son alpha et il considère que vous êtes en dessous de lui. Là encore, on voit que l'éducation était vachement bonne, quoi. Donc du coup, oui, je veux bien, mais comment je domine mon chien ? Ah bah c'est simple, vous attrapez les pattes et vous le mettez sur le dos. Ouais, Genep fait ça. Alors, Genep, je rappelle, croisé Amstaff. J'attrape les pattes, je le mets sur le dos. Comment dire qu'il n'a pas aimé ? Et c'est quand même une école canine, un club canin recommandé par le refuge. Ouais. Donc nous, entre guillemets, on y va en confiance en se disant... on n'avait pas encore tous les concepts, etc. sur l'éducation canine. Et on s'est dit, bah, c'est des gens à qui on peut faire confiance. Ils sont quand même conseillés par le refuge, quoi. Donc s'il dit ça, c'est peut-être un truc à faire... quelquefois pour on va dire mettre sur le chien sur les rails et puis après on arrête, quoi. Puis on n'avait pas de connaissances spécifiques sur l'éducation aussi positive. C'est-à-dire que encore une fois, on le redit, mais avec Bastien, notre premier chien à nous deux, moi les chiens que j'avais déjà eu dans ma vie, l'éducation des chiens c'était plutôt coercitif sans être non plus mais voilà. Donc ouais, au début quand tu me dis ça, ça me choque pas plus que ça. C'est l'étape suivante en fait qui m'a choquée. C'est-à-dire que quand je reviens la fois suivante en disant bah non, ça a rien changé, le chien il est devenu fou quand j'ai mis sur le dos, que dalle. Ah, bon bah on va passer à l'étape d'au-dessus. L'étape d'au-dessus, c'est-à-dire oh bah alors vous le mettez sur le dos et s'il réagit mal, bah vous l'étranglez un coup. Je l'étrangle un coup. C'est-à-dire, je vais étrangler mon chien. C'est-à-dire que j'ai été adopter un chien en refuge pour l'étrangler. Oui, c'est un concept qui ne me va pas. Puis c'est rapide en plus. C'est que si jamais le mec, la première fois, ça marche pas, bah direct, on passe au cran du dessus de l'étranglement. Puis si ça passe pas, bah tu passes le cran du dessus avec un étranglement avec des pics. Si ça passe pas, bah après, t'as l'électrique. On adore. Non mais vraiment, ça monte très très vite. C'est pour ça qu'il faut que le chien soit... Vraiment, pour le coup, c'est vraiment de la soumission. Mais pas dans le sens hiérarchie, mais le breakdown du cerveau, quoi, qui abandonne, vaut mieux qu'il abandonne très très vite. Parce que c'est pas dans son intérêt de continuer, ça c'est sûr. Mais en plus de ça, quand on a quelqu'un qui vient et puis qui vous dit que oui, c'est le chef de meute, bah évidemment, comme en plus on voit Genep qui se tient à carreau en face de lui, qui n'a pas les mêmes comportements, bah tu sais, quand tu penses à ça, ça te paraît cohérent. Bah oui, et du coup, elle non, c'est pour ça qu'il lui saute dessus. Ça paraît raisonné, sauf qu'après, quand tu te rends bien compte que c'est une notion qui est erronée, que ça n'a rien à voir avec ça, alors là, oui, ça devient fou. Mais on peut entendre et comprendre que des personnes qui n'ont pas des connaissances éthologiques, qui débarquent avec leurs chiens, qui sont désespérés qu'on leur raconte ça porte sens dans les faits, en fait. Ouais, puis au-delà de ça, y a déjà ça, on a confiance au refuge, on a confiance au club canin, on accorde notre confiance parce qu'on est bien conscient qu'on est débutant. Et puis même, moi, au niveau de mon entourage, on a aussi forcément les stéréotypes de l'Amstaff. Donc l'une des premières choses qu'on nous a dit dans notre entourage, c'est « Oh, vous avez un Amstaff, il va falloir le briser ». Ouais. Donc c'est clair qu'en fait... ça m'a fait tilter. Quand il m'a dit « Oui, il faut étrangler votre chien », je me suis dit « Ouh ». Ok, donc ouais, je l'ai fait. C'est con à dire, avec le recul, clairement je le regrette, jamais je le referai aujourd'hui. Mais sur le coup, je dis bon s'il faut que j'en passe par là en fait, et bêtement je l'ai fait. Et Bastien était avec moi la première fois que je l'ai fait, et on s'est tous les deux dit non. En fait, non, et on va pas retourner au club canin parce que là en fait, la terreur qui est passée dans les yeux du chien, parce que c'était vraiment de la terreur, c'est pas possible. Il était paniqué, il a pas compris ce qui se passait, et clairement c'est pas lui donner une solution et une clé que de lui dire écoute, si tu m'écoutes pas je t'étrangle, parce que vu la panique qu'il y a dans son regard,
il comprenait même pas pourquoi je l'étranglais, quoi. Donc ça sert à rien si c'est pour le faire paniquer et qu'il ait peur de moi, comme il avait peur à l'époque de Bastien, parce que c'était de la peur. Quand Bastien s'approchait trop vite pour le caresser, le chien immédiatement s'allongeait, les oreilles en arrière. Donc pas du tout de confiance. Et ouais, donc des débuts difficiles avec Genep, vraiment pas faciles, où ça a été un peu la désillusion, où on s'est rendu compte que... à peu près à partir de ce moment-là, où là on s'est dit, on fait n'importe quoi, clairement, mais en même temps on a un chien qui fait lui aussi n'importe quoi, donc il va quand même falloir trouver une solution à un moment donné, et il y a eu quelques jours, quelques semaines là, où en fait on était perdu entre un chien qui faisait n'importe quoi, mais nous on savait pas quoi faire pour l'aider. Et surtout, on savait qu'on voulait plus faire ce qu'on avait fait jusque-là. Et là, par contre, c'est aussi un test pour le couple, hein, clairement. Surtout qu'en plus on vit pas la même chose, donc il faut se faire confiance, il faut communiquer. C'était de l'énervement. Dans le couple, c'était une source, c'était une source vraiment. Autant maintenant, ça se passe très très bien et voilà, on est très heureux. Mais le chien a été une vraie épreuve au début parce que, comme le dit bien Bastien, en fait, on n'avait pas du tout le même vécu. Et moi, j'en étais même à des points où parfois j'étais énervée que Bastien me dise, bah regarde, moi ça se passe quoi. C'était frustrant parce qu'en plus j'avais l'impression d'être 2 fois plus douce avec le chien. Et qui me le rendait pas quoi. On en est arrivé à un point quand même où May elle sortait le chien toute seule du coup, et moi je restais à la fenêtre de l'appartement au 4e étage et je regardais dans la rue comment se comportait le chien pour voir comment il se comportait quand j'étais pas là. Et c'est là quand même où j'ai commencé à me rendre compte que ouais effectivement c'était n'importe quoi. Donc moi aussi j'ai voulu entre guillemets dire au chien non c'est pas comme ça que tu te comportes avec elle et tout etc. Donc moi aussi j'ai fait des conneries là-dessus. Il y a notamment un événement où pareil il faisait n'importe quoi, j'ai voulu lui mettre une claque sur les fesses et en fait le chien il s'est retourné pile à ce moment là, donc ça va prendre sur les fesses, il se l'est pris en plein visage. Et là ça a été vraiment le deuxième déclic, mais pour le coup vraiment où là fallait absolument qu'on fasse quelque chose parce que le chien du coup s'est pris une claque en plein visage, donc on n'est pas fiers mais on l'assume, on l'a fait pendant peut-être 24-48 heures. Là entre guillemets on a eu le chien, je dis mais entre guillemets parfait, dans le sens où quand on se baladait il marchait au pied. Il écoutait absolument tout ce qu'on faisait, il bougeait plus, mais en fait c'était entre guillemets un chien mort quoi. Il reniflait plus rien, il jouait plus. Alors ouais c'était le chien parfait comme certains le voient parce que c'est en gros un chien qui fait pas chier, mais nous c'était clairement pas le chien qu'on voulait quoi. Et il s'est éteint. Il s'est éteint c'était plus un chien en fait. C'est pas, à la rigueur t'avais une peluche à laquelle tu donnais à manger et tu faisais faire pipi caca quoi. C'était tout. Donc là, on s'est dit, donc déjà, nous pendant 48 heures, je crois, le chien il a jamais eu autant de câlins de sa vie. On a eu entre peur. Guillemets, parce qu'on culpabilisait à mort. Enfin, mais on a eu super peur. On a eu super peur parce que, vraiment, il faut s'imaginer un chien qui était intenable en balade, qui était vraiment compliqué, enfin, en tout cas pour moi, qui était difficile, à un chien qui, quand on l'a sorti, on a passé le pas de la porte de l'immeuble, là où d'habitude, direct, il se met à tirer sur Alice comme un dingue. Il a regardé Bastien, l'air de dire, et là, je fais quoi maintenant ? Ouais, la détresse acquise. Donc, éteint. Vous expliquez un peu maintenant ce phénomène-là ? Alors, en fait, à mon avis, il est retombé très vite dedans parce que lorsque je suis venue les rencontrer pour le bilan comportemental, j'ai assez vite compris que ce loulou-là venait d'un ancien propriétaire qui avait dû utiliser beaucoup de méthodes de contrôle, de violence et de coercion. Ce cheminement-là peut pousser le chien à se mettre en état de détresse acquise. Alors, comment expliquer la détresse acquise ? C'est un brain mental que va avoir le chien, mais on peut avoir ça nous aussi version humain, où en fait on abandonne complètement, c'est-à-dire qu'on s'éteint complètement, et ça c'est ce qu'on utilise en fait en méthode coercitive. C'est simplement que par exemple on va empêcher le chien de pouvoir fuir et bouger, et on va le pousser à réagir, et on va lui faire se rendre compte que ça ne sert à rien de réagir en lui faisant peur, en lui mettant la pression, jusqu'à ce qu'il s'épuise et jusqu'à ce qu'il l'abandonne. C'est comme si, je sais pas, on était en plein centre de Tokyo, et puis que je vous demandais de trouver un magasin quelconque alors que vous ne parlez pas japonais, vous avez un petit collier électrique autour du cou, et puis vous devez donc prendre des rues au hasard, parce que quelque part un peu l'apprentissage ça se passe par ça passe par de l'expérimentation. Et bon du coup, je tente des rues au hasard, les bonnes rues, il ne se passe rien, les mauvaises rues, je prends une décharge. Assez rapidement ce qui va se passer, c'est qu'on va s'inhiber, on va juste arrêter de bouger, parce que ça ne vaut pas le coup. Et la détresse acquise en méthode coercitive, ça amène à ça. Ça amène à des chiens qui, mentalement, sont éteints parce que l'expérimentation, tenter quelque chose, peut amener à des conséquences négatives pour eux.
Et voilà, c'est ainsi qu'on se retrouve avec un Genep qui s'est pris à bout de nerfs de par son propriétaire un coup et qui s'est tout de suite remis là-dedans parce que la détresse acquise n'est pas forcément pérenne dans le temps. Ça peut durer 3 jours, 1 jour, 1 heure, 3 mois, mais ça ne va pas forcément durer toute une vie. C'est en ça d'ailleurs que c'est même carrément dangereux quand on fait appel à des éducateurs canins en méthode très très coercitive qui vont vous rendre peut-être un chien au bout d'1 heure ou un peu plus. Parfois ça peut durer des après-midi entières de coups et de cris. Un chien qui va vraiment être éteint entre vos mains, il bouge plus. Il reste dans un coin, il est couché, il tire plus et nanana. Mais d'une, ça, mentalement, la bienveillance, elle est partie depuis bien longtemps, on est d'accord. Mais de 2, c'est des vraies petites grenades en fait, c'est des petites bombes. Parce que du jour au lendemain, il suffit d'une goutte de plus et pop. Mais ça repart plus fort, par contre. Comme si j'avais été kidnappée par quelqu'un qui faisait 2,40 m de haut et armé. En vrai, je me tais, tu vois, je me laisse faire, d'accord. Aucune compétence en combat chez cette femme. Mais il s'avère, il est fatigué, dodo et j'ai un couteau, tu vois, je peux me débrouiller, je peux me sortir de ça. C'est qu'il y a toujours moyen que ça puisse repoper et en plus, parfois, c'est juste une petite goutte de trop. Donc c'est en ça la dangerosité de cet outil. D'accord. Et c'est pour ça que ça a été aussi rapide. Parce que normalement, t'arrives pas avec juste je fais une bêtise et tac, je me prends une petite claque, détresse acquise. Donc, t'as des chiens vraiment très sensibles. Un truc, voilà, je pense que c'était un biais cognitif qu'il avait déjà, qui s'est retrouvé abandonné et que le combo homme propriétaire qui amène ces coups-là, tac, il s'est remis dans le même positionnement qu'il avait avant, au vu de la rapidité de la réaction de Genep face à ça. Ok. Et du coup, en fait, derrière l'erreur là qu'on a faite et qui nous a vraiment fait peur, on s'est dit, là, il faut qu'on trouve une solution parce que le chien... À ce moment-là, en fait, notre problématique la plus grosse, c'était qu'il y avait un souci avec moi, mais moi, c'était pas... Si tu veux, quand on a contacté Manon la première fois, et c'est l'une des erreurs qu'on a fait quand on lui a dit, on l'a contacté parce que Genep sautait sur les gens. Et on n'a à aucun moment dit à Manon que Genep me pinçait. Parce que c'était arrivé, mais c'était pas non plus Enfin, c'était arrivé quand même assez rarement pour que ce soit pas le truc que j'avais dit à Bastien, oui, faut lui dire, il pince. Et encore là, je me rends compte en me disant qu'on en avait déjà parlé du fait qu'il pince, mais que encore une fois, comme c'était moi qui pinçais, au moment où on a contacté Manon, parce qu'en plus, si je dis pas de bêtises, c'est Bastien qui l'a contacté, il a pas tellement parlé de ça, parce qu'en plus, comme lui, ça le concernait pas, ça lui est même pas venu à l'idée à ce moment-là de dire, en fait, le chien pince, quoi. Ouais. Et moi qui étais à côté, ça m'est même pas venu à l'idée de dire à Bastien, au fait, précise, le chien pince. Donc Manon est arrivée un jour pour faire un bilan comportementaliste à l'appartement. À l'appartement, avec un chien qui donc sautait sur les gens, qui pinçait aussi, mais elle ne le savait pas. Ouais. Et ça faisait combien de temps que tu l'avais à ce moment-là déjà ? Ça devait faire un mois et demi. Il n'y avait pas beaucoup de recul. Enfin, il y en avait, mais pas des masses non plus, parce que avec le changement d'environnement et le stress d'un passage en refuge, disons que la cortisol qui est sécrétée, elle met du temps à se rééquilibrer. Bon, là, à mon avis, c'est jamais rééquilibré vraiment chez Genep, mais... Dans tous les cas, généralement, on met plusieurs semaines en fait à concrètement voir le comportement normal entre guillemets que je fais. Donc du coup, pas beaucoup de recul. Et moi, donc quand on m'appelle pour un chien qui juste saute, je mets pas un protocole de sécurité de fou en fait. C'est-à-dire que si jamais on m'appelle pour un chien qui a peur des humains, qui a déjà pincé ou autre, je vais demander en fait lors de mon arrivée, lors du passage de porte, qui est considéré comme pour les éducs comme un point chaud. Les passages de porte, c'est vraiment là où on avait le plus gros risque de morsure de notre côté. C'est pour ça d'ailleurs que les livreurs, quand vous avez des chiens, quand ils sonnent et qu'ils entendent waf waf, ils font 5 pas en arrière. Parce que c'est vraiment là où il y a le plus gros risque de morsure. Mais Genep, il faisait pas waf waf. J'ai bien marqué. Et donc du coup, moi je me dis, chien qui saute, au pire il va me sauter dessus, je vais me détourner. Enfin voilà quoi, je connais quoi. Mais j'aurais dû sécuriser plus. Maintenant je fais plus. Mais j'étais un peu plus jeune éducatrice aussi. En plus de ça, c'est vrai que Genep pinçait et tout, mais après on s'est jamais non plus senti entre guillemets en danger. Oui. Pas encore. Il a jamais montré non plus de violence, de hargne. C'était jamais une attaque quoi. Alors après c'est vrai que on avait des ressentis un petit peu différents tous, mais voilà, on n'a jamais eu peur de Genep quoi. Ouais. C'était plus des pincements d'excitation en fait. Ouais, voilà. Ah ouais, totalement. Ouais, c'était ça. de l'excitation. Oui, C'est-à-dire que quand moi, les peu de fois où il me pinçait, c'est par exemple, il y avait un congénère en face et je tirais Genep en arrière pour pas qu'il y aille. Parce et qu'il là, était en laisse et tout, mais non, mais attends, je veux y aller, tu te rends pas compte, c'est trop intéressant. Non, mais lâche-moi. Et paf, je chope la laisse et paf, je remonte et Décharge. paf, il y a un bras. Oups.
C'était ça. C'était pas à aucun moment il s'est jeté sur moi en me disant je vais te bouffer. Ça, ce serait juste pas passé. C'est de l'ordre de l'agression, mais du fait d'un déchargement et un déficit d'autocontrôle. Donc voilà, moi Manon la quiche, je suis rentrée, ok, donc le chien me saute dessus et réflexe d'éducateur canin, méthode positive, je crie pas en fait sur le chien et je me détourne en mode c'est pas comme ça qu'on me parle, tu vois. En fait il m'a sauté dessus, moi je continue à me détourner, je vois bien qu'il saute fort, mais ça c'est en 30 secondes, hein. Ça a été très rapide, hein. Je l'ai senti attraper le bas de mon pantalon, moi dans ma tête j'ai tout de suite compris que j'avais vraiment fait une connerie. J'ai fait ah zut. En fait il gère pas du tout ce genre de situation et il est en train de monter en frustration. Je me suis retournée et là c'est mon bras qui l'a attrapé. Donc il a saisi mon bras droit et ben je peux te dire que t'accompagnes le mouvement, hein. Quand t'as un chien qui a un croisé hamster qui te chope, tu fais oui. Et en fait il a juste serré, c'est-à-dire que j'ai pas eu des trous, j'ai eu un gros bleu sur le bras parce qu'en fait il m'a attrapé en mode mais regarde-moi. Je l'ai mis dans une situation où je lui ai demandé de réfléchir. Je mets pas les chiens normalement dans ces situations trop compliquées, c'est tellement plus sécurisé normalement. Mais là, fatigue accumulée, information qui était manquante, je suis rentrée et clac. Je crois que c'est la seule fois en 5 ans que je me suis fait attraper par un chien. Donc ça c'est bien parce que ça te remet en question et ça t'apprend les choses. Maintenant tu fais plus gaffe. Donc du coup, j'accompagne en fait le mouvement, hein, d'accord, et je demande très calmement, je crois qu'on va le mettre dans une autre pièce, avec le chien qui me saisissait le bras. Et là, en levant les yeux, je vois sa maîtresse qui avait le regard mais désespéré, choquée par ce qui s'était passé, et j'ai dit bon je pense qu'on va avoir 2-3 petites choses à se dire ensemble. Il savait vraiment plus où se mettre parce que le fait de le voir sur quelqu'un d'autre, de le voir aussi fort, je l'ai mis dans une situation de frustration. On pensait pas que c'était possible en fait. C'est-à-dire que là déjà c'était l'une des premières fois où il le faisait en présence vraiment de Bastien. Donc déjà moi je pensais juste que c'était impossible avec Bastien à côté. Je pensais que le chien était... Enfin vraiment que le chien était entre guillemets inhibé par Bastien, donc il n'y avait aucun souci. Et là de voir ce qu'il me faisait à moi habituellement, le voir le faire à quelqu'un d'autre, je me suis dit mais en fait je me suis pas rendu compte du danger qu'il représentait. Parce que pour moi le chien... J'avais peut-être pas conscience en fait de la gravité des choses, c'est-à-dire que moi qu'il me le fasse à moi, je me disais bon j'ai dû faire mal les choses, mais là qu'il le fasse en plus à un éducateur canin, je me suis dit mais quelle... Qui était à peine rentré en plus. Ouais, et là vraiment dans ma tête ça a été mais quelle erreur on a fait, quelle erreur. C'est vrai, on sursoit, parfois on peut supporter beaucoup de choses. Et tout d'un coup, quand on le voit en miroir, t'es sur quelqu'un, mais c'est ça qu'il fait, mais oh là là, mais c'est pas possible. Mais en fait, dès le début, hein, le fait qu'il te pinçait, c'était déjà beaucoup. Ouais, mais en fait. Ouais, mais dans ma tête, c'était... Enfin, vraiment, avec le recul, je me dis, dans ma tête, au moment-là, je me dis, bon, et à chaque fois que ça m'est arrivé, avant d'avoir conscience que, voilà, c'était dangereux parce qu'il pouvait le faire sur quelqu'un d'autre, je m'étais tout le temps dit, je l'ai mal fait. J'ai dû trop tirer sur Elias d'un coup, il a dû avoir peur. Ou entre guillemets, je vais souvent chercher des excuses en me disant, oula, là, il a réagi parce que j'ai tiré vraiment trop fort sur Elias d'un coup, qu'il s'y attendait pas, que ça lui a fait peur. Ou des quelque choses part, comme ça. T'as pas tort, hein, parce qu'il faut trouver le pourquoi du comment. Par contre, c'est pas une réponse complète parce que on ne peut pas tout le temps l'empêcher d'avoir une quelconque frustration dans sa vie. Hein. Zéro gestion de la frustration de son côté. Hein. C'était ça. Pas de gestion de la frustration. Et d'ailleurs, ça s'est vu après parce que de toute façon, on a passé le bilan avec le chien qui aboyait comme un malade depuis la chambre parce que mon Dieu, mais vous faites quelque chose sans moi. Pas possible quoi. Donc on a fait un gros point, je leur ai posé évidemment comme un bilan comportemental, beaucoup de questions, essayer de mieux comprendre du coup ce qui s'est passé, de les sécuriser parce que moi en soi, je veux dire j'avais un bleu sur le bras quoi, j'allais m'en remettre hein. Et puis de savoir ce qu'on allait faire ensemble, comment est-ce que je pouvais les accompagner, savoir si c'était de la réactivité ou si c'était de la gestion de frustration ou là tout ça. Donc très vite en fait, comme je l'ai dit de toute façon, on a vite compris que c'était mauvaise inhibition à la morsure, déficit d'autocontrôle, mauvaise gestion de la frustration, enfin tout le package, avec un chien qui a la gueule d'un American Staff, hein, c'est pas le seul qui a ces problématiques-là, hein. Ouais. Il y en a beaucoup. Donc on partait, et je leur ai bien fait comprendre que s'ils voulaient se lancer, on pouvait. Alors on a pris un forfait 10 heures, je pense qu'on avait bien besoin de ça quand même. Il y avait même le café avec. On s'est dit, je pense qu'on va avoir besoin d'un petit peu de temps. Voilà. On a pris un forfait 10 heures et surtout je voulais être sûre qu'ils me suivent parce que là concrètement, s'ils n'appliquaient pas les consignes, que ce soit moi ou d'un autre confrère, s'ils décidaient de passer par quelqu'un d'autre, parce que je laisse toujours cette opportunité-là pendant mes bilans, c'est de au moins y aller à fond. Sinon on fait rien et on refait un replacement. Hein, mais pas par contre de demi-mesure, au vu surtout de sa race, parce que les American Staff, les croisés American Staff, ils n'ont pas de seconde chance en fait. Hein. Si jamais il va trop loin et qu'il blesse quelqu'un, ça part tout de suite en cacahuète pour ce chien-là.
C'était important vraiment d'y aller à fond, quoi. Et que je puisse être en confiance avec eux. Et j'ai eu de la chance parce qu'ils font partie de la team des clients qui appliquent et qui s'investissent vraiment dans les cadres d'éducation, ce qui fait que ça amène à des résultats. Parce que mon métier, c'est pas moi qui rééduque le chien. Moi, je suis professeur de la matière chien, je suis coach, voilà, si on veut. Mais du coup, moi, je dois rééduquer des chiens au prisme et au travers d'autres humains qui vont appliquer ou pas, et qui vivent dans un quotidien qui est difficile et qui est lourd, même dans ton cas, tu l'as bien vécu que c'était lourd et difficile, qu'il y a eu des hauts et des bas, et il y avait ce côté coaching et suivi qui était super intéressant et important à mettre en place. Et c'est ça qu'il faut dire aux gens, je pense, c'est quand ça vous arrive, prenez pas un éducateur canin en pensant que c'est lui qui va faire le taf, quoi. Ouais. En fait, il va vous donner les clés, il va vous donner des astuces, il va vous accompagner, mais le taf après, c'est à nous de le faire. Et puis aussi quelque chose qui est important, c'est que quand on part sur du positif, il faut vraiment avoir la philosophie entre guillemets du positif en soi. C'est-à-dire que tu pars pas pour faire du positif en te disant tiens ça va être cool, je vais annoncer aux gens que je fais du positif, ouais regardez moi mon chien je le respecte, si c'est pour le tabasser derrière quoi. Parce que en fait Genep, on va pas se mentir, c'était un cas difficile. Il y a des fois où franchement ça démange en fait. Quand on a le chien comme ça qui réagit aussi bien en cours, qui s'en sort mais super bien en cours et qui après au quotidien est une vraie tête de mule, parfois catastrophique. Enfin, moi il y a clairement eu des fois où le chien j'avais envie de le prendre et de le passer par la fenêtre quoi. ça fait très violent comme ça à dire, mais moi je pense que des gens vont se reconnaître dans nos propos, c'est-à-dire que le chien parfois c'est frustrant, c'est très frustrant, l'éducation d'un chien c'est frustrant, c'est un raccourci un peu rapide, mais c'est quand même un peu comme un enfant, mine de rien. Non, c'est pas rapide du tout, c'est vrai. Non, mais franchement. Et c'est voilà, il faut vraiment se mettre en tête. Et nous, ce qui nous a fait aussi tilter, c'est que Manon, au bilan comportementaliste, nous a dit, mais de toute façon, et c'est là que effectivement Manon laisse vraiment le choix. Elle nous a dit, voilà, vous pouvez partir sur de l'éducation positive. Je pense que c'est ce qu'il faut à votre chien, parce qu'au vu de comment il gère la frustration, si vous partez sur du coercitif, oui, ça peut fonctionner. Mais la question, c'est combien de temps ça va fonctionner et comment ça va se finir quand ça fonctionnera plus. Parce que le chien là, le jour où il va se rendre compte que, en fait, s'il n'a pas envie d'obéir, il peut ne pas obéir et qu'il peut vous défoncer, parce qu'il peut vous défoncer, et bah ce sera mauvais et vous avez quand même bien une chance sur 2 que ça se passe comme ça à la fin. Donc, et là, quand tu te dis ça, tu te dis... En fait, j'ai pas trop réfléchi quand j'ai pris le chien là, mais je veux pas le ramener à la SPA parce que quand même, c'est moi qui ai fait l'erreur. Lui, il y est pour rien en fait, le loulou. Parce qu'il peut pas parler, il peut pas t'expliquer. Au fait, je suis croisée à Amstaff, j'ai un déficit d'autocontrôle, s'il te plaît. Non, donc là, on se dit, bon bah allez, go. On part sur de l'éducation positive, on y croit, on se motive tous les deux. Il y a des jours où lui, il a envie de lui mettre une raclée, je lui dis non, on est parti sur du positif. Et il y a des jours où c'est moi qui ai envie de mettre une raclée au chien. Et là, c'est Bastien qui me dit non, on est sur du positif, donc on calme le jeu, je prends le relais, on y va et on y arrive à 3. Après, ce qu'il faut aussi dire, c'est que quand on a pris rendez-vous avec Manon, quand même on s'était bien renseigné sur l'éducation positive, bienveillante et tout. Et en fait, on se reconnaissait quand même beaucoup plus dedans, quoi. Dans la relation qu'on voulait avec notre chien, comme j'ai dit tout à l'heure, quand je lui ai mis sa raclée et qu'après j'avais pas le chien pendant 2 jours, moi je me suis dit non mais c'est mort, je veux pas un chien comme ça, c'est pas pour ça que j'ai pris un chien quoi. Et en fait quand on s'est renseigné et tout, on s'est dit mais ouais mais en fait c'est exactement ça qu'il nous faut. Ça demande beaucoup de travail sur soi, faut pas se leurrer, comme elle a dit May il y a quelques années d'armée derrière moi, donc un certain quand même prisme psychologique. C'est pas toujours évident. De se dire le chien il met les 2 pattes sur la table, je dis rien hein. Par contre il remet les 4 pattes au sol, c'est bien mon chien. Il y a quand même un truc, tu dis non vas-y t'as envie de lui dire de descendre et puis encore plus quand t'as des gens autour qui eux pareil sont pas forcément adeptes de cette méthode là, de continuer à maintenir cette psychologie éducative là, alors que t'as les gens autour qui ont envie de dire alors pourquoi tu dis rien à ton chien et tout, et que tu leur expliques, tu leur dis non mais laissez-moi faire et vous verrez dans quelques temps on en reparlera et tout. Et en fait, la fierté maintenant, elle est là. C'est que maintenant, il y a quelques personnes qui nous disent ouais, pour un Amstaff, il est cool quand même. Et là, tu dis c'est bon, on a quand même fait un gros job et c'est cool quoi. Parce que dans notre entourage, on a des gens des fois qui nous ont rayonné quoi. Quand on leur a dit notre Amstaff, on le fait en éducation positive. Attends, ils te regardent et limite ils disent non mais t'as cru que ton chien c'était un chihuahua.
Et ils comprennent pas que l'éducation positive, c'est juste une question de comment le maître, en fait, comment le maître se positionne, etc. Et le mot maître n'est pas forcément très adapté. Maître, gardien, référent, tu mets le mot que tu veux. Clairement, c'est comment le maître se positionne. C'est pas une question du chien. C'est-à-dire que je pense que l'éducation positive, en fait, quand on la met au bon endroit, au bon moment, comme il faut, etc., un hamstaff, que ce soit un chihuahua, que ce soit un canet corso, on peut s'en sortir. Mais il faut vraiment... Il faut adhérer au truc, comme disait Manon. Il faut adhérer et il faut se lancer dedans à 100%. Quoi. Oui, bien, attends, ils ont quand même aussi le même cerveau. Hein, il n'y a pas de différence, en fait. Donc, il n'y a pas de besoin d'avoir une éducation différente si on a pris un malinois ou si on a pris un chihuahua. Alors, mettons quand même certaines particularités de race où on va fixer notre attention sur certains points. Par exemple, la sensibilité au mouvement de certains bergers, travail d'impulsion sur plein de races, dont par exemple les American Staff. Tu vois, il y a plein de choses comme ça que tu vas travailler en priorité, mais ça change pas que ton système de motivation, ton renforçateur, ce sera un truc en positif. C'est tout. Parce que de toute façon, c'est très manichéen, l'éducation. C'est où tu te lances et le chien va faire parce qu'il craint une punition, ou il va le faire pour quelque chose et recevoir. C'est ou, point barre, en fait. Donc, soit tu utilises de la contrainte et de la crainte, mais dans ce cas-là, vous inquiétez pas qu'il faudra quand même garder de la crainte et de la contrainte, soit tu pars en système de renforcement positif, soit avec des renforçateurs primaires comme de la nourriture, mais il n'y a pas que ça, c'est pas que de la knacky, on va peut-être pas réduire toute une méthode et un accompagnement par de la saucisse, s'il vous plaît, mais ça peut être secondaire avec, je sais pas, du jeu, ça peut être des caresses, ça peut être avoir accès à quelque chose, mais dans tous les cas, tu travailles sur ce système de motivation et on va anticiper, on va lui apprendre à faire les choses plutôt que d'attendre qu'il fasse l'erreur pour le punir. C'est inutile, parce que si du coup on attend l'erreur pour le punir, j'en reviens à mon exemple du collier électrique à Tokyo. Il y a un moment où juste le chien arrête de proposer, arrête de réfléchir. Donc ça fait des chiens qui justement peuvent même être moins en capacité d'apprendre, parce qu'apprendre c'est expérimenter. Si tu me punis l'expérimentation, ça réduit. D'accord. Ouais. Donc d'ailleurs c'est même, quand tu me faisais un parallèle avec les enfants, il est juste, parce que un chien adulte peut avoir à peu près les capacités mentales d'un enfant entre 2 et 5 ans. Ça dépend de ton chien, il y en a plus proche de 2, plus proche de 5, you know. Et les enfants qui ont été victimes de maltraitance avec des violences physiques surtout, même psychologiques, on a pu quand même noter que dans leur système de développement et la zone liée à l'apprentissage, cette zone du cerveau-là, elle était justement très rétractée, très inhibée. Ça ne se développe pas, donc il n'y a pas intérêt à expérimenter. Si tu expérimentes, tu te fais défoncer, donc tu ne le fais pas. Et ça fait des enfants qui ont peut-être des déficits d'apprentissage et plein d'autres problèmes évidemment, mais celui-là en fait partie. Donc un chien éteint, c'est pas un chien forcément qui écoute, ça n'a rien à voir. Alors qu'en positif, l'avantage, alors le lien avec ton chien est forcément très fort et puissant, parce qu'on est sur une forme de respect, parce que quand tu respectes l'autre, on te respecte toi en retour. On a moins de risques de réactivité et d'agressivité, parce que la violence qu'on envoie, on se le reprend dans la tête, inévitablement. Et puis on va avoir des chiens qui vont peut-être même apprendre et vouloir faire plus. Et au plus tu leur apprends, au plus ils ont envie d'apprendre. Donc en fait, ils expérimentent, ils essayent d'autant plus. Il n'y a que du cool et du bien à partir dans cette approche-là. D'autant plus que de toute manière, depuis 2014 quand même, les méthodes d'éducation qui engendrent stress, peur ou douleur sont censées être interdites. Je tiens à le dire, je le précise. Et que les outils coercitifs comme les colliers, étrangleurs, torcatus, électriques, jets de citronnelle ou j'en passe, sont interdits dans de nombreux pays limitrophes. Mais pas en France, bien entendu. Mais pas en France. On attend. Je patiente, les gars, mais ça commence à être long. Donc, on se bagarre pour que ce soit interdit. Mais on voit très bien, de toute façon, que, on se dirige vers un club. Immédiatement, c'est plaquage sur le dos. Il n'y a pas eu d'autre travail. Il n'y a pas eu de question qui est posée. Il me saute dessus, il ne m'écoute pas. Plaquage sur le dos. Ah, il décide de ne pas apprécier ça et de dire non, j'aime pas ça. Tiens, coup de collier. On ne cherche pas à comprendre l'animal, on veut juste qu'il arrête immédiatement ce qu'il est en train de faire et qu'il se soumette à l'individu, au bon vouloir du propriétaire, là pour le coup. Donc c'est vraiment des objets, l'utilisation de l'animal qui doit être comme moi j'ai envie d'être. Donc c'est vrai que du coup, quand tu arrives en méthode positive, il y a aussi tout ce parallèle-là où il faut comprendre que là, on pense à l'animal comme un individu à part entière qui a des besoins et des envies. C'est dur à entendre pour certains, mais oui, c'est ça. Et donc, ça prend part et ça fait partie de l'accompagnement, d'aller au rythme de l'individu.
Sur les besoins du chien, ça nous a aussi énormément aidé. Parce qu'on s'est rendu compte que en fait, le chien mangeait dans sa gamelle. C'est cool, il mange, mais tu peux tellement faire d'autres choses, quoi. Genep, je crois qu'il a pas mangé dans une gamelle depuis bien longtemps, en fait. Il a sa gamelle d'eau. Sauf les soirs où on a la flemme, quoi. Mais... non, c'est pas grave. Non, franchement, c'est hyper rare. Hein. Voilà, après, on a une terrasse, c'est au moins par terre, minimum. Et sinon, c'est toujours caché. Le wobbler. Maintenant, le wobbler, c'est facile pour lui. Il a trouvé une méthode, il le bloque, il le fait glisser, il y a tout qui tombe d'un coup. Donc... mais du coup, nous aussi, on innove, voilà, on essaye de lui trouver. Puis sinon, on le cache tout simplement. Et puis il renifle, mais voilà. Et puis en fait, ça l'occupe. Genep, il mange 2 fois par jour. Il mange le matin et le soir, malgré son âge. Je sais qu'il y en a plein qui disent non, 1 fois par jour, truc chouette. Nous, ça le l'occupe 2 fois plus qu'en fait, tout simplement. Donc voilà, il a toujours son truc à mâchouiller quand il s'ennuie. Enfin voilà, on occupe le chien, qu'on le laisse pas. Même si c'est quand même un chien, alors maintenant, mais très calme, qui peut passer entre guillemets, si on bosse à l'appart, il peut passer l'après-midi dans son panier, il va rien quémander. Mais malgré tout, il a toujours une petite simulation à l'appart dans la journée, quoi. Il a toujours un truc, quoi. Merci beaucoup de vous être rejoints à ma conversation avec Manon, Maïwenn et Bastien, et de l'avoir écouté jusque-là. Mais cet épisode n'est pas terminé, et je vous invite dès maintenant à écouter la 2e partie de cet épisode pour connaître l'incroyable parcours de rééducation qu'a suivi Genep avec ses humains. À tout de suite!